Une nuit glaciale peut changer un destin. Sous le voile silencieux de la neige, une vérité oubliée menace de ressurgir. Et un geste de compassion ouvre la porte à un lien aussi inattendu que dangereux. Lorsqu'un homme habitué au pouvoir affronte l'énigme d'une femme brisée, le devoir se heurte soudain au désir, et un secret scellé dans le froid commence à fissurer les certitudes. L'histoire qui va suivre parle d'un choix impossible, et d'un passé qui refuse de mourir. Si cette atmosphère vous captive, inscrivez-vous à notre chaîne et aidez-nous à atteindre nos premiers 1000 abonnés. La neige tombait en flocons épais et voraces, comme une malédiction blanche qui enveloppait la nuit d'un linceul glacial. Émilie, les lèvres gercées par le froid, s'effondrait contre un mur de pierre rugueux rue des Cordeliers à Lyon, en cette fin d'année 1890. Ses jupes de laine usée, alourdies par l'humidité, collaient à ses jambes tremblantes. Elle n'avait que 23 ans, et pourtant, le monde entier semblait l'avoir abandonnée. Son père, ruiné par des dettes impitoyables, l'avait chassée de leur modeste appartement ce soir-là, après une dispute qui avait éclaté comme un orage. « Va-t'en, Émilie, tu n'es plus rien pour moi !» avait-il hurlé, ses yeux rougis par l'alcool et la rage. Et maintenant, seule dans la tempête, elle sentait la vie s'échapper de son corps frêle, comme un souffle volé par le vent hurlant. Était-ce là la fin? Une jeune femme de la bourgeoisie déchue, promise à un mariage arrangé qui s'était évaporé avec la fortune familiale, réduite à mendier un abri dans les rues enneigées de la ville des Lumières industrielles. Les passants emmitouflés dans leurs manteaux de fourrure hâtaient le pas, leurs lanternes à huile projetant des ombres dansantes sur les pavés glissants. Personne ne s'arrêtait. Pourquoi l'aurait-il fait? Émilie n'était plus qu'une ombre parmi les ombres, sa cape rapiécée ne cachant pas la pâleur de son visage, ni les larmes gelées sur ses joues. Elle revoyait les jours fastes, les bals au palais de la Bourse, où sa mère, encore vivante, l'avait présentée à la haute société lyonnaise. Mais la mort de celle-ci, 2 ans plus tôt, avait tout emporté. Son père, autrefois négociant en soieries prospères, avait sombré dans le vice, vendant jusqu'aux bijoux de famille pour payer ses créanciers. Et elle avait osé refuser la main du vieux notaire qui lorgnait sa dot disparue. « Ingrate !» avait craché son père. À présent, le froid mordait ses doigts nus et un sanglot étouffé lui échappait. Si seulement quelqu'un pouvait la voir, la sauver de cette nuit qui semblait éternelle. Soudain, un bruit de pas lourds rompit le silence assourdissant. Une silhouette imposante émergea de la brume neigeuse. Un homme grand, aux épaules larges, vêtu d'un pardessus noir impeccablement taillé, une écharpe de cachemire autour du cou. Henri Beaumont, le magnat des chemins de fer, l'un des plus puissants industriels de Lyon, rentrait de son club privé où il avait négocié un contrat juteux avec des investisseurs parisiens. À 35 ans, il dominait le monde des affaires avec une poigne de fer, son empire s'étendant des gares aux filatures. Ses yeux sombres, habitués à scruter les faiblesses des hommes, s'arrêtèrent sur la forme recroquevillée contre le mur. Il fronça les sourcils. Qui était cette femme, abandonnée comme un paquet oublié? Sans un mot, il s'approcha, son souffle formant des nuages dans l'air gelé. « Mademoiselle ?» Sa voix grave, teintée d'un accent lyonnais raffiné, trancha le vent. Émilie leva la tête, ses yeux verts, embués de larmes, croisant les siens. Elle voulut parler, mais seul un frisson la secoua. Henri ôta son chapeau melon, révélant des cheveux châtains coupés courts, et s'agenouilla malgré la neige qui mouillait ses bottes cirées. « Vous allez mourir ici si je ne fais rien. » D'un geste fluide, il passa un bras sous ses épaules et l'autre sous ses genoux, la soulevant comme si elle ne pesait rien. Émilie s'accrocha faiblement à son col, son cœur battant la chamade. Qui était cet inconnu? Un sauveur ou un nouveau piège du destin? Il la porta à travers les rues désertes, ignorant les flocons qui s'accrochaient à sa moustache bien taillée. Son attelage, un landau luxueux attelé de 2 chevaux robustes, l'attendait au coin de la rue. Le cocher, un homme trapu nommé Jacques, sauta de son siège, les yeux écarquillés. « Monsieur Beaumont, qu'est-ce que… »
Henri le fit taire d'un regard. « À la maison, vite, et préparez un feu dans la chambre d'amis. » Il installa Émilie à l'intérieur, enveloppée dans une couverture de laine épaisse qu'il tira d'un coffre. Le véhicule s'ébranla, cahotant sur les pavés enneigés vers les hauteurs de la Croix-Rousse, où se dressait sa vaste demeure de pierre claire, illuminée par des lampes à gaz qui dansaient comme des étoiles captives. À peine arrivé, Henri porta Émilie dans ses bras jusqu'au vestibule orné de tapisseries flamandes et de bustes de marbre. Les domestiques, surpris en pleine nuit, s'activèrent. La gouvernante, Madame Lefebvre, une femme d'une 50aine d'années au chignon sévère, fit chauffer de l'eau et préparer un bouillon. Il la déposa sur un lit à baldaquin, dans une chambre aux murs lambrissés de chêne, où un feu crépitait déjà dans la cheminée de marbre. Émilie, encore tremblante, murmura « Pourquoi ? Pourquoi faites-vous cela ? Je ne suis personne !» Henri s'assit au bord du lit, ses mains gantées posées sur ses genoux. Son regard, intense et impitoyable, la transperça. Parce que personne ne mérite d'être abandonné dans la neige comme un chien. Et dès cet instant, mademoiselle, vous êtes sous ma charge. Je m'en porte garant. Ces mots résonnèrent comme un serment solennel dans la pièce chaude. Émilie, épuisée, ferma les yeux, le cœur empli d'un mélange de gratitude et de crainte. Qui était cet homme qui la sauvait sans rien demander? Et quel prix paierait-elle pour cette dette inattendue? La nuit s'étirait, mais pour la première fois depuis des heures, le froid ne l'atteignait plus. Pourtant, au fond d'elle, une tempête nouvelle se levait, celle d'un destin entrelacé à celui d'Henri Beaumont, le magnate dont le nom faisait trembler les salons de Lyon. Les jours suivants, Émilie se remit lentement. Madame Lefebvre lui apporta des vêtements simples mais élégants, une robe de serge grise à col haut, typique des demoiselles de bonne famille, avec un corsage ajusté et une jupe plissée qui effleurait les chevilles. Henri ne la pressa pas de questions, mais il veillait de loin, organisant son emploi du temps chargé de réunions et de voyages d'affaires. Un soir, alors qu'elle descendait l'escalier en spirale pour dîner, elle l'entendit discuter avec son secrétaire au sujet d'une fusion de lignes ferroviaires. « La concurrence est féroce, mais je ne reculerai pas », déclarait-il d'une voix ferme. Émilie s'arrêta, observant cet homme qui l'avait arraché à la mort. Était-il un héros ou un tyran masqué? Le dîner se déroula dans la salle à manger au lustre de cristal, où des serviteurs versaient du vin de Bourgogne dans des verres taillés. Henri, en habit noir avec une cravate de soie, l'interrogea enfin sur son passé. « Dites-moi, mademoiselle, qui vous a laissé à la merci de l'hiver ?» Émilie hésita puis raconta tout, la ruine de son père, l'abandon, le refus du mariage forcé. Les yeux d'Henri s'assombrirent. « Les hommes comme votre père sont des faibles. Mais vous avez du feu dans les veines. » Un silence s'installa chargé d'une tension palpable. Pour la première fois, Émilie sentit une étincelle. Non pas de peur, mais de curiosité. Cet homme, avec ses manières autoritaires et son regard perçant, cachait-il une solitude aussi profonde que la sienne? Pourtant, des rumeurs commencèrent à circuler dans les cercles mondains de Lyon. Une jeune femme inconnue chez le magnate Beaumont? Les commérages enflaient comme la neige accumulée. Émilie, ignorant tout, se surprit à espérer un avenir différent. Mais au fond de la maison, dans l'ombre des couloirs, un danger couvait. Le père d'Émilie, averti par un domestique indiscret, complotait déjà son retour. La neige avait fondu, mais l'hiver de son cœur ne faisait que commencer. Les jours suivants s'écoulèrent dans la vaste demeure d'Henri Beaumont, perché sur les collines de la Croix-Rousse, où l'air portait encore l'odeur de la soie et du charbon des filatures en contrebas. Émilie, installée dans une chambre aux rideaux de velours vert bouteille, se réveillait chaque matin au son distant des cloches de l'église Saint-Nizier. La gouvernante, Madame Lefebvre, veillait à son chevet avec une efficacité bourrue, lui apportant des tisanes de camomille et des plateaux chargés de pain frais, de fromage de chèvre et de confiture de mirabelle. « Reposez-vous, mademoiselle » murmurait-elle d'une voix rauque, ses mains calleuses, ajustant les oreillers de plumes. Émilie, encore faible,
observait par la fenêtre les toits enneigés de Lyon qui scintillaient sous un soleil pâle de janvier 1890. La maison bruissait d'une vie ordonnée, comme un mécanisme bien huilé. Les domestiques, une dizaine au total, glissaient silencieusement dans les couloirs lambrissés. Les valets en livrée noire astiquaient l'argenterie dans la salle des pas perdus, tandis que les cuisinières s'affairaient au fourneau de la cuisine souterraine, emplissant l'air de vapeur de ragoût et d'épices. Henri, l'hôte imposant, ou quittait la demeure aux aurores pour ses bureaux au bord de la Saône, où il supervisait l'extension de ses lignes ferroviaires vers Marseille. À 35 ans, il incarnait la nouvelle bourgeoisie industrielle lyonnaise. Costume 3 pièces de laine fine, taillé sur mesure, chemise amidonnée et gilet orné d'une chaîne de montre en or. Ses journées se noyaient dans des négociations âpres, des contrats signés à l'encre noire, sur des bureaux de chêne massif. Pourtant, chaque soir, il rentrait pour dîner. Et c'est là que leur monde se frôlait. Émilie descendait alors l'escalier en acajou, vêtue d'une robe de mousseline bleu clair prêtée par la gouvernante. Un modèle simple, au col montant brodé de dentelle, avec une jupe à plusieurs volants qui bruissait doucement sur le parquet ciré. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon lâche orné d'une barrette de nacre, encadraient un visage encore marqué par la pâleur de l'épreuve. Elle s'asseyait à la table massive de la salle à manger, où des chandelles de cire d'abeilles projetaient des lueurs dorées sur les nappes damassées. Henri présidait, flanqué de son secrétaire, un jeune homme maigre nommé Lucien, qui prenait des notes sur un calepin relié de cuir. Les actionnaires parisiens exigent plus de garanties, déclarait Henri d'une voix grave, coupant sa tranche de rôti saignant. Mais je ne céderai pas un pouce de terrain. Émilie mangeait en silence, observant cet homme qui l'avait arraché à la mort. Il ne la traitait pas comme une invitée fragile, mais comme une présence naturelle dans sa routine. Parfois, il lui posait des questions anodines. « Avez-vous lu le dernier roman de Zola ?» Ou bien « La soie lyonnaise vous manque-t-elle » Ses réponses, timides au début, s'allongeaient peu à peu. Elle lui parlait de son enfance dans le quartier de la Presqu'île, des ateliers de tissage où son père avait bâti sa fortune sur les exportations vers l'Italie. C'était un monde de couleurs vives, confiait-elle, les yeux brillants. Les rouets tournaient sans relâche et les ouvriers chantaient des airs provençaux. Henri hochait la tête, un sourire fugace adoucissant ses traits anguleux. Lyon est une ville de contraste, mademoiselle. Richesse et misère se côtoient comme la Saône et le Rhône. Mais sous cette apparente quiétude, des fissures apparaissaient. Madame Lefebvre, en apportant le linge propre un après-midi, murmura à Émilie « Prenez garde, mademoiselle, le maître n'invite jamais sans raison, et les ragots courent déjà en ville. » Émilie fronça les sourcils, mais la gouvernante s'éclipsa sans en dire plus. Dehors, la société lyonnaise bruissait de commérages. Dans les salons du Grand Théâtre, où les dames en crinoline de taffetas murmuraient derrière leurs éventails de plumes, on chuchotait sur « la protégée du magnate ». Une aventurière, sans doute, gloussait-on. Ou pire, une espionne pour les concurrents. Henri, averti par Lucien lors d'une pause au café des négociants, balaya l'air d'un geste irrité. « Que les langues de vipère s'usent sur moi. Elles restent. » Émilie, ignorant l'ampleur des rumeurs, se surprenait à explorer la maison. Elle errait dans la bibliothèque au rayonnage chargé de volumes reliés. Balzac, Hugo, des traités sur les chemins de fer, et touchait du bout des doigts un piano à queue recouvert d'un châle brodé. Un soir, après le dîner, alors que la pluie tambourinait aux vitraux, elle s'assit et effleura les touches d'ivoire. Une mélodie simple, un air de Chopin s'éleva, hésitante. Henri, entrant pour une tasse de cognac, s'immobilisa dans l'encadrement de la porte. Ses yeux, d'habitude froids comme l'acier, s'adoucirent. « Vous jouez divinement », dit-il simplement, s'approchant. Émilie rougit, ses doigts s'arrêtant. C'était la passion de ma mère. Elle m'enseignait sous les lampes à huile, tard le soir. Il s'assit près d'elle sur le tabouret, son épaule frôlant la sienne, un contact fugace, chargé d'électricité.
La musique console les âmes blessées, murmura-t-il. Pour la première fois, Émilie entrevit une faille chez lui, une ombre de solitude, peut-être née de ses ambitions impitoyables. Il lui raconta alors brièvement son ascension. Orphelin à 12 ans, il avait gravi les échelons des ateliers, dormant dans des dortoirs enfumés avant de bâtir son empire. Le fer et la vapeur ne pardonnent pas la faiblesse, conclut-il, son regard fixé sur les flammes de la cheminée. Émilie sentit une connexion naître, fragile comme une toile d'araignée. Était-ce de la gratitude ou quelque chose de plus profond? Pourtant, le sophos de conflit se fit sentir ce même soir. Un courrier arriva par coursier, cacheté d'un sceau rouge. Une lettre de son père, griffonnée d'une main tremblante. « Reviens, fille ingrate, ou je te traînerai devant les tribunaux pour déshonneur familial. » Émilie, la lisant en cachette dans sa chambre, sentit son cœur se serrer. Elle froissa le papier, le jetant au feu. Mais le domestique indiscret, Jacques le cocher, avait déjà vendu la mèche en ville. Au loin, dans un cabaret enfumé du Vieux Lyon, le père d'Émilie, le visage buriné par l'alcool, complotait avec un vieil ami notaire. « Elle est sous la protection de Beaumont. Parfait, nous l'arracherons à ce loup. » La nuit enveloppait la maison, mais un murmure menaçant s'infiltrait par les interstices, promettant une tempête imminente. Émilie, couchée dans son lit au drap de lin frais, fixait le plafond orné de fresques. Combien de temps cette paix précaire durerait-elle? Les semaines s'écoulèrent dans une routine fragile, comme un verre de cristal prêt à se briser au moindre choc. Émilie, peu à peu, reprenait des forces dans la demeure d'Henri Beaumont, où les murs épais de pierre blonde semblaient retenir le tumulte du monde extérieur. Chaque matin, elle descendait l'escalier aux balustres sculptés, guidée par l'odeur du café torréfié qui montait de la cuisine. Madame Lefebvre, avec son tablier amidonné et son regard perçant, lui servait un petit déjeuner modeste. Des croissants feuilletés, du beurre frais de la ferme voisine et une tasse de lait chaud. « Vous avez meilleure mine, mademoiselle », grognait la gouvernante, mais ces mots portaient une ombre d'avertissement. Émilie hochait la tête, évitant de croiser trop longtemps ses yeux. Elle portait désormais des robes confectionnées sur place par la couturière de la maison. Une serge grise, à taille cintrée, avec un corsage orné de guipures fines et une jupe à godets qui frôlait les chevilles, conforme aux mœurs strictes de la bourgeoisie lyonnaise de cette fin de 1890. Henri, quant à lui, se montrait distant mais attentif, comme un capitaine veillant sur son équipage. Il dînait souvent seul dans son bureau, entouré de cartes ferroviaires étalées sur une table massive, où des lignes rouges indiquaient l'expansion de son empire vers les ports méditerranéens. Pourtant, lors des repas partagés, une conversation s'esquissait. « Lyon grandit à vue d'œil », disait-il un soir, en versant du vin rouge dans un verre à pied. « Les usines fument, les trains sifflent, mais la société reste figée dans ses préjugés. » Émilie, assise en face de lui sous le lustre à gaz qui diffusait une lumière tamisée, osait répondre « Et les femmes, monsieur, sommes-nous condamnés à l'ombre des salons ?» Il levait un sourcil amusé. « Pas toutes. Certaines, comme vous, portent une étincelle rare. » Ces échanges, brefs et chargés de sous-entendus, tissaient un lien ténu. Émilie sentait son cœur s'emballer à son approche. Mais elle chassait ses pensées, se rappelant sa dette envers lui. C'est alors que l'incident frappa comme un coup de tonnerre. Un après-midi pluvieux de février, alors qu'Émilie brodait un mouchoir dans le salon aux meubles recouverts de housses de velours, un bruit de sabots résonna dans la cour pavée. Jacques, le cocher, entra en trombe, son chapeau melon dégoulinant d'eau. « Monsieur, votre père, il est là, avec des hommes. » Henri, alerté depuis son bureau, descendit les marches 4 à 4, son pardessus encore sur les épaules. Émilie se leva, le cœur battant, et s'approcha de la fenêtre aux vitres embuées. Dehors, sous la pluie battante, se tenait son père, un homme voûté d'une 50aine d'années, le visage rougi par l'alcool et la colère, vêtu d'un manteau usé au coude rapiécé. À ses côtés, 2 gaillards trapus, probablement des recouvreurs de dettes, et un notaire au chapeau haut de forme, tenant un rouleau de parchemin scellé à la cire.
Henri ouvrit la porte massive, son ombre imposante encadrant l'entrée. « Que signifie cette intrusion ?» tonna-t-il, sa voix grave couvrant le martèlement de la pluie. Le père d'Émilie s'avança, titubant légèrement sur les marches glissantes. « Ma fille, cette traînée que vous hébergez, rendez-la-moi, Beaumont. Elle est à moi par la loi et par le sang. » Émilie, pétrifiée derrière la vitre, sentit un frisson la traverser. Son père agitait le parchemin comme une arme. « J'ai des dettes, oui, mais elle portera le fardeau. Le notaire ici présent a un contrat prêt, mariage avec Monsieur Duval, le créancier, ou je la traîne devant le tribunal pour abandon filial. » Le notaire, un homme sec aux lunettes pincées, hocha la tête. « C'est légal, Monsieur Beaumont. La demoiselle Émilie doit honorer ses engagements familiaux. Refuser signifierait un scandale public, des poursuites pour ingratitude. » Henri croisa les bras, son regard d'acier fixé sur l'intrus. « Entrez, messieurs, mais sachez que cette maison n'est pas un tribunal. » Il les fit passer au salon, où le feu crépitait dans l'âtre de marbre. Émilie, forcée par Madame Lefebvre de descendre, apparut en haut de l'escalier, pâle comme un linge, ses mains tremblantes serrant la rampe. Son père la pointa du doigt. « Regarde ce que tu as fait, ingrate. Fuir pour te vautrer chez un étranger. » Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. « Père, je ne pouvais pas épouser un homme que je n'aime pas pour payer vos vices. » Le notaire déroula le contrat, un mariage forcé avec Duval, un veuf de 40 ans, propriétaire d'une fabrique de textiles endetté, en échange d'une somme qui effacerait les dettes paternelles. « Signez, mademoiselle, ou votre nom sera traîné dans la boue des journaux. La société lyonnaise n'oublie pas les déshonneurs. » Henri intervint, posant une main ferme sur l'épaule d'Émilie, qui sursauta à ce contact protecteur. « Assez. Émilie est sous ma protection. Je paierai ses dettes moi-même, si cela doit clore ce cirque. » Le père ricana, amer. « Et en échange, vous la voulez pour vous, n'est-ce pas? Les ragots disent déjà tout. » Un silence lourd s'installa, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Émilie hésita, le cœur déchiré. Refuser signifiait un exil social, des portes fermées dans les cercles qu'elle avait connus, et peut-être la ruine totale de son père. Accepter, c'était renier sa liberté naissante. « Je ne signerai pas, » murmura-t-elle enfin, la voix brisée mais résolue. « Pas sans mon consentement. » Le notaire rangea le parchemin, furieux. « Vous le regretterez, mademoiselle. Le tribunal siégera dans une semaine. » Ils partirent sous la pluie, laissant un sillage de boue et de menaces. Henri se tourna vers Émilie, son expression un mélange de colère contenue et de détermination. « Vous avez du courage, mais cela change tout. Désormais, pour vous protéger, nous devrons feindre un engagement formel, un contrat moral devant témoins. Vous restez ici, sous mon toit, comme ma pupille officielle. Les lois de l'époque exigent une façade respectable, où les loups vous dévoreront. » Émilie déglutit, sentant le poids de cette rupture. Son monde commun s'effondrait, elle entrait dans un nouveau, régi par l'étiquette impitoyable des alliances et des apparences. Alliés, Henri et Madame Lefebvre peut-être, antagonistes, son père, Duval, et la vindicte sociale. Pourtant, ce soir-là, seule dans sa chambre, Émilie relut la lettre froissée de son père, jetée plutôt au feu mais sauvée par un domestique compatissant. Une phrase la frappa. « Beaumont cache un secret sombre. Il ruinera ton âme comme il a ruiné d'autres. » Était-ce un mensonge ou le premier obstacle concret d'un complot plus vaste? La nuit s'alourdit et au loin, les sirènes des trains hurlaient comme un présage. Quelle décision forcée l'attendait vraiment, maintenant que le status quo gisait en miettes? Quelques jours plus tard, l'hiver s'attardait sur Lyon comme un invité indésirable, enveloppant la ville d'un manteau de givre qui craquelait sous les pas des passants. Émilie, encore marquée par la confrontation avec son père, descendait l'escalier de la demeure Beaumont avec une appréhension nouvelle. Henri avait tenu parole. Il avait fait rédiger un contrat moral par son notaire de confiance, un document discret attestant qu'elle était sa pupille légitime, protégée sous son toit jusqu'à majorité ou mariage convenable.
C'est une façade, lui avait-il expliqué ce matin-là, dans le salon aux meubles de bois sombre, où une horloge en bronze rythmait les heures d'un tic-tac incessant. La société exige des apparences. Sans cela, les vautours comme votre père vous arracheraient à moi. Ces mots, prononcés d'une voix basse et assurée, avaient les fait frissonner Émilie. Elle hochait la tête, serrant entre ses doigts un petit broche d'argent en forme de rose, un objet hérité de sa mère qu'elle avait retrouvé dans ses maigres effets personnels remis par Madame Lefebvre. Ce bijou, avec ses pétales finement ciselés, symbolisait un passé perdu, mais désormais il lui semblait ancrer sa résolution. Henri l'observait, son regard sombre trahissant une vigilance accrue. À 35 ans, il portait son costume de laine anthracite avec une élégance militaire, la chaîne de sa montre en or jetant des reflets sur son gilet. « Aujourd'hui nous sortons », annonça-t-il abruptement, ajustant son chapeau melon. « Un thé chez Madame de la Tour, veuve d'un banquier. C'est un cercle semi-privé, mais les yeux de lion y sont. Vous devez vous montrer, Émilie, pour sceller cette protection. » Elle déglutit, sentant son estomac se nouer. Sortir, dans cette ville où les rumeurs enflaient déjà comme la Saône en crue. Pourtant, refuser aurait signifié l'isolement total. Vêtue d'une robe de taffetas vert olive, au corsage ajusté par un laçage de satin et à la jupe bouffante ornée de passementeries discrètes, un prêt d'une domestique de la maison, adapté à sa taille élancée, elle noua un châle de cachemire autour de ses épaules. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon sophistiqué, piqué du broche maternel qui scintillait faiblement à la lueur des lampes à gaz. Le landau les emporta à travers les rues pavées de la presqu'île, où les façades haussmanniennes se dressaient fières sous un ciel plombé. Henri, assis en face d'elle, rompit le silence d'un geste. Il ajusta le broche sur son épaule, ses doigts effleurant sa clavicule un instant fugace. « Cela vous va bien ?» murmura-t-il, son souffle chaud contrastant avec le froid extérieur. Émilie rougit. Un silence partagé s'installant entre eux, chargé d'une intimité naissante. Ce contact, si bref, éveilla en elle une chaleur inattendue, non pas de la passion, mais une confiance timide, comme un premier rayon perçant les nuages. L'hôtel particulier de Madame de la Tour, rue du Platte, était un bastion de la bourgeoisie lyonnaise, une bâtisse de pierre claire au balcon en fer forgé, où des laquais en livrée ouvrirent les portes à double battant. À l'intérieur, le salon aux murs tapissés de soie crème bruissait de conversations feutrées. Des dames en crinoline de moire, éventail à la main, sirotaient du thé de Chine dans des tasses de porcelaine de Limoges. L'air embaumait le parfum de roses séchées et de pâtisseries aux amandes. Madame de la Tour, une femme replète d'une quarantaine d'années, au chignon poudré et à la robe de velours pourpre brodée de perles, s'avança avec un sourire poli mais scrutateur. « Monsieur Beaumont, quel plaisir inattendu! Et qui est cette charmante demoiselle ?» Henri inclina la tête, sa voix résonnant avec autorité. « Permettez-moi de vous présenter Émilie Laurent, ma pupille désormais sous ma garde. Une jeune femme de bonne famille, tombée dans la tourmente des circonstances. » Les regards convergèrent, acérés comme des aiguilles. Émilie sentit la friction de classe la frapper de plein fouet. Ces dames, issues de lignées de soyeux et de banquiers, la jaugeaient d'un œil critique. « Pupille, comme c'est généreux de votre part, monsieur, » répondit Madame de la Tour, son ton mielleux masquant une pointe d'ironie. Une autre invitée, une veuve aux lèvres pincées, nommée Madame Duval, non, pas celle du notaire, mais une parente éloignée du créancier, gloussa derrière son éventail. Généreux ou stratégique? On murmure que mademoiselle Laurent fuit un scandale familial, une ruine, n'est-ce pas, les dettes de soierie. Si vulgaire. Émilie se raidit, ses joues s'empourprant. La humiliation était subtile, un venin distillé dans les silences et les regards obliques. Elle porta une main à son broche, le métal froid la ramenant à sa dignité. « Les circonstances nous éprouvent tous, madame, » répliqua-t-elle d'une voix ferme quoique tremblante, « mais la générosité de monsieur Beaumont honore bien plus que les ragots. » Henri, à ses côtés,
posa une main légère sur le dossier de sa chaise, un geste minimal, protecteur, qui n'échappa à personne. « Émilie a du cran », intervint-il calmement, ses yeux balayant l'assemblée. « Et Lyon a besoin de plus de cela que de commérage. » Les murmures s'apaisèrent un instant, une acceptation précaire s'esquissant. Madame de la Tour offrit une tasse de thé et la conversation dévia vers les dernières modes parisiennes et les progrès des chemins de fer. Émilie but une gorgée, observant Henri discuter avec un industriel chauve de l'extension vers les Alpes. Un regard volait entre eux, ses yeux verts croisant les siens sombres, un sourire fugace partagé. Ce moment simple marqua un petit avancé. Un fil invisible se tissant entre leurs âmes blessées. Pourtant, dans l'ombre des rideaux de dentelle, un antagoniste observait. Le père d'Émilie, averti par un domestique corrompu, s'était posté discrètement dehors, feignant de consulter un horloger voisin. À travers la vitre embuée, il vit le broche scintiller sur l'épaule de sa fille, symbole de ce qu'il considérait comme une trahison. « Pupille, hein ?» marmonna-t-il pour lui-même, serrant le poing. Duval, le créancier, l'avait rejoint en secret, un homme bedonnant aux favoris grisonnants, vêtu d'un frac usé. « Nous attendrons le bon moment, » chuchota-t-il. « Le tribunal approchera, et cette façade s'effondrera. » Leur présence, invisible mais palpable, jetait une ombre sur la scène. Le thé s'acheva sur des courbettes polies. Mais en regagnant le landau, Émilie sentit un poids nouveau. Henri, aidant à monter, murmura « Vous avez tenu bon, c'est un début ». Elle acquiesça, le broche pressé contre son cœur. Mais le soir même, un journal local, Le Progrès de Lyon, publia une note discrète en bas de page. « Monsieur Beaumont parade avec une pupille mystérieuse au salon de la Tour. Scandale ou alliance ?» Les cercles mondains s'interrogent. La conséquence sociale était visible, un murmure qui grandirait. Émilie, seule dans sa chambre, fixa le broche à la lueur d'une bougie. Ce bijou consolait, mais il annonçait aussi des épreuves. Quel regard jetterait-on sur elle au prochain cercle? Et si le secret sombre évoqué par son père se révélait vrai? La nuit s'épaissit, et un coup discret à la porte, Madame Lefebvre, avec une lettre anonyme, fit bondir son cœur. Qu'y avait-il écrit dans ces lignes tracées à la hâte? La tempête s'était levée sans crier gare, un de ces orages printaniers qui balayaient Lyon comme une vengeance divine. Les vents hurlants fouettaient les vitres de la demeure Beaumont, perchée sur les pentes de la Croix-Rousse, tandis que la pluie s'abattait en torrents furieux, transformant les rues en rivières boueuses. Émilie, confinée dans le salon aux meubles capitonnés de velours rouge, écoutait le tonnerre gronder au loin, son broche d'argent serré dans la paume comme un talisman. Cela faisait une semaine depuis le thé chez Madame de la Tour, et les ragots du Progrès de Lyon avaient enflé comme une plaie ouverte. Henri, absorbé par une réunion d'urgence avec ses ingénieurs, une ligne ferroviaire bloquée par les inondations, avait ordonné à tous de rester à l'intérieur. « Personne ne sort tant que cela ne s'apaise pas », avait-il déclaré, sa voix coupant l'air comme une lame. Madame Lefebvre, fidèle à son rôle de cerbère bienveillante, avait apporté une lettre anonyme la veille, pliée en 4 et cachetée d'un sceau anonyme. Émilie l'avait ouverte d'une main tremblante, sous la lueur vacillante d'une lampe à huile. Les mots, tracés d'une encre noire et d'une écriture anguleuse, laissaient peu de place au doute. « Beaumont n'est pas votre sauveur. Il a ruiné des familles pour bâtir son empire. Fuyez avant qu'il ne vous enchaîne. » Son cœur s'était serré. Était-ce l'œuvre de son père? Ou pire, une vérité enfouie? Elle n'en avait rien dit à Henri, préférant ruminer seul le broche de sa mère, ce bijou hérité, avec ses pétales ciselés évoquant les jardins perdus de son enfance, devenant son seul confident. La soirée avançait et le confinement forçait une proximité inattendue. Henri rentra tard, trempé jusqu'aux os, son pardessus goûtant sur le parquet. Ses cheveux châtains plaqués contre son front, il ôta son chapeau melon d'un geste las, révélant une fatigue inhabituelle dans ses traits taillés à la serpe. « Les trains sont à l'arrêt », grommela-t-il en se dirigeant vers la bibliothèque adjacente où des volumes reliés de cuir tapissaient les murs du sol au plafond. Émilie, assise près de la cheminée où les flammes dansaient avec avidité, leva les yeux de son ouvrage.
un roman de George Sand emprunté aux étagères. « Monsieur, vous devriez vous changer. Ce froid vous guette. » Il s'arrêta, surpris par sa sollicitude, et pour la première fois, un sourire fugace adoucit son regard sombre. « Et vous, mademoiselle, que faites-vous ici, seule avec les ombres ?» Sans un mot de plus, il s'approcha, prenant place dans un fauteuil crapaud face à elle. La tempête dehors semblait les isoler du monde, comme dans une bulle suspendue. Émilie hésita, puis posa le livre. Je lisais, pour oublier la lettre. Les mots lui échappèrent, lourds de confession. Henri fronça les sourcils, son corps se raidissant imperceptiblement. Quelle lettre! Elle sortit le papier froissé de sa poche, le lui tendant. Il le lut en silence, ses mâchoires se crispant. Mensonges, des calomnies pour nous séparer. Mais sa voix trahissait une fêlure, un écho de culpabilité ancienne. Émilie, encouragée par l'intimité forcée de la nuit, osa. « Dites-moi la vérité, Henri. Pourquoi moi? Pourquoi m'avez-vous sauvé cette nuit-là dans la neige ?» Il se leva, arpentant la pièce, les mains dans le dos. La pluie martelait les carreaux comme un tambour incessant. Puis, il s'arrêta devant une étagère, sortant un vieux livre usé, un recueil de poèmes de Lamartine, aux pages jaunies et cornées. « Cet objet, il appartenait à ma sœur, » murmura-t-il, sa voix se brisant légèrement. Émilie se redressa, captivée. Il s'assit à nouveau, et plus près cette fois, et ouvrit le volume à une page marquée d'un ruban fané. Elle s'appelait Claire. À 19 ans, elle a été abandonnée par un prétendant, un fils de banquier qui l'a séduite pour son héritage, puis l'a laissée à la rue quand la famille a découvert la liaison. J'avais 20 ans apprenti dans les ateliers. Je l'ai trouvée comme vous, gelée et brisée. Mais je n'ai pas pu la sauver. La fièvre l'a emportée en 3 jours. Ses yeux, habituellement durs comme le granit, s'embuèrent. Depuis, je hante les nuits d'hiver. Et vous ressembliez tant à elle, avec vos yeux verts et votre fragilité farouche. Émilie sentit une vague d'empathie la submerger. Elle posa une main sur le livre, effleurant ses doigts calleux. Un geste timide, chargé d'une chaleur nouvelle. Je suis désolé. Pour Claire. Et pour moi, ce n'est pas de la pitié que vous offrez, n'est-ce pas? Il secoua la tête, son regard plongeant dans le sien. Non, c'est un devoir. Et peut-être plus. Vous m'avez rappelé que sous l'acier, il y a un cœur qui bat encore. Un silence s'étira, ponctué seulement par le crépitement du feu et les rafales dehors. La température émotionnelle changea. Une promesse tacite flottait entre eux, un serment muet de protection mutuelle. Émilie se surprit à sourire, une larme perlant à sa paupière. Alors, ensemble, nous défierons les tempêtes, pas comme pupilles et tuteurs, mais comme alliés. Henri referma le livre, le posant entre eux comme un pont. Pour la première fois, il parla de son propre luto. La mère morte en couche, le père alcoolique qui l'avait chassé à l'aube de l'adolescence. J'ai bâti cet empire pour ne plus jamais être faible. Mais cela m'a isolé, Émilie. Vous humanisez ces murs froids. Elle, à son tour, ouvrit son âme. Le deuil de sa mère, emporté par la tuberculose 2 ans plus tôt, les nuits passées à veiller son père sombrant dans la boisson. J'ai refusé ce mariage par devoir envers elle. Elle m'avait promis une vie d'amour, pas de chaîne. Leurs confessions se mêlèrent, tissant une confiance profonde, sans effusion physique, juste des regards intenses et des silences complices qui valaient tous les serments. Pourtant, l'antagoniste ne dormait pas. Au cœur de la nuit, alors que la tempête s'apaisait en une pluie fine, un messager discret frappa à la porte de service. Jacques, le cocher, le fit entrer en catimini. Un homme au visage buriné envoyé par Duval, le créancier. Il glissa une enveloppe à Madame Lefebvre qui, loyale mais inquiète, la transmit à Émilie au petit matin. « Lisez cela, mademoiselle, c'est un avertissement. » La lettre, signée d'une main anonyme mais portant l'odeur âcre du tabac de Duval, contenait une menace voilée. Le tribunal approche. Prouvez votre innocence ou Beaumont paiera pour ses secrets enfouis, un accident sur ses rails, peut-être.
Émilie pâlit, le cœur retombant dans l'angoisse. La marée émotionnelle se rebaissait brutalement. Henri, entrant à cet instant, vit son trouble. Qu'est-ce encore? Mais avant qu'elle ne réponde, un coup à la porte principale retentit. Des huissiers, mandatés par le père d'Émilie, venaient notifier une audience imminente. La confiance naissante vacillait. Quelle nouvelle épreuve les attendait dans ce tourbillon? La pluie avait cessé, laissant derrière elle un voile de brume qui s'accrochait au toit de tuiles rouges de la Croix-Rousse, comme un suaire humide. Émilie, le cœur battant à tout rompre, fixait la porte massive de la demeure Beaumont. Les coups insistants des huissiers résonnaient encore dans le vestibule, un écho menaçant qui faisait trembler les lustres de cristal. Henri, alerté par le bruit, descendit l'escalier en acajou d'un pas mesuré, son visage impassible masquant une tempête intérieure. Madame Lefebvre, les mains nouées sur son tablier amidonné, murmura à l'oreille d'Émilie « Restez en retrait, mademoiselle, cela sent le piège ». Mais Émilie, serrant la lettre anonyme dans sa poche, avança malgré tout. Le broche d'argent de sa mère, piqué à son corsage de mousseline grise, lui rappelait sa résolution fragile. Les huissiers entrèrent, 2 hommes secs, en redingote noire, portant des tricornes et tenant des parchemins jaunis. Le chef, un gaillard aux moustaches cirées, s'inclina légèrement devant Henri. « Monsieur Beaumont, nous venons au nom de la justice royale. Citation à comparaître pour mademoiselle Émilie Laurent, accusée d'abandon filial et de déshonneur public par son père légitime, monsieur Laurent, négociant ruiné. » Henri croisa les bras, sa silhouette imposante bloquant le passage. « Détail, messieurs, et vite !» L'huissier déroula le document, sa voix nasillarde coupant l'air chargé d'humidité. Le plaignant allègue que sa fille a fui le domicile familial, refusant un mariage arrangé pour effacer des dettes légitimes. Elle est hébergée ici sous faux prétexte, ce qui porte atteinte à l'honneur familial et expose à un scandale notoire. Audience dans 3 jours au tribunal de première instance, place des terreaux. Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son père. Il passait à l'attaque, transformant son refus en arme publique. Henri prit le parchemin, ses yeux sombres le parcourant en un éclair. Ridicule. Émilie est sous ma protection légale, attestée par contrat notarié. Informez monsieur Laurent que je contesterai cela devant le juge. Les huissiers hochèrent la tête, mais l'un d'eux, plus jeune, glissa un regard oblique vers Émilie. Les rumeurs courent déjà, monsieur. Le Progrès de Lyon en parle ce matin. La pupille rebelle du magnate. Un nid de vipères sous les rails. Votre réputation en pâtira, et celle de la demoiselle avec. Ils partirent, laissant un silence oppressant. Henri se tourna vers Émilie, son expression un mur de pierre. « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. » Mais l'attaque ne s'arrêta pas là. Le soir même, alors que la maison s'emplissait de l'odeur de ragoût mijotant au fourneau, un messager à cheval arriva au galop, couvert de boue. Lucien, le secrétaire d'Henri, le reçut dans le vestibule et pâlit en lisant le pli cacheté. Il courut alerter son maître dans la bibliothèque où des cartes ferroviaires jonchèrent la table massive. Émilie, qui errait dans les couloirs, surprit des bribes. Sabotage sur la ligne de Marseille. Un déraillement mineur, mais les actionnaires paniquent et une lettre jointe de Duval. Henri jura entre ses dents, froissant le papier. Duval, le créancier bedonnant allié au père d'Émilie, contre-attaquait frontalement. La missive accusait Henri d'avoir ruiné des familles par des fusions impitoyables et menaçait de révéler des preuves d'un accident passé sur ses rails. Un wagon renversé en 1888 causant 2 morts, étouffés par des pots de vin. « Chantage pur !» gronda Henri. « Ils veulent vous utiliser pour me briser. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les salons lyonnais. Le lendemain matin, sous un ciel bas et gris, Henri dut annuler une réunion cruciale avec des investisseurs parisiens. Au lieu de cela, il arpenta son bureau, fumant un cigare cubain dont la fumée âcre emplissait la pièce. Émilie, appelée par madame Lefebvre, entra timidement vêtue d'une robe de serge bleu nuit à col haut, ses cheveux châtains noués en tresses sévères. Henri. Qu'est-ce que cela signifie?
Il leva les yeux là pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Cela signifie que votre père et Duval ont uni leurs forces. Ils exposent nos liens au grand jour, salissant ma réputation pour me forcer à vous rendre. Les actionnaires doutent déjà. Un soutien clé, le banquier Moreau, a retiré ses fonds ce matin. Perte de 100 000 francs en une nuit. Émilie sentit une nausée monter. La conséquence était tangible. L'alliance naissante entre elle et Henri se fissurait. Sa réputation, déjà fragile, sombrait dans l'isolement. Dans les rues, les commérages enflaient. Une voisine, la lingère du quartier, avait murmuré à Madame Lefebvre. « Dites à la pupille que les portes se ferment. On la voit comme une intrigante. » Émilie, seule dans sa chambre au mur lambrissé, pleura pour la première fois depuis la neige. Le broche, ce talisman, semblait maintenant la narguer, un lien avec un passé qu'elle ne pouvait plus reclaimer. Son statut chutait, de protégée à paria potentiel, surveillée par les yeux de la société. Le point de non-retour survint l'après-midi, lors d'une visite impromptue au tribunal pour anticiper l'audience. Henri insista pour qu'Émilie l'accompagne, pour montrer un front uni. Le landau les mena à travers la place des terreaux, où la fontaine Bartholdi crachait son eau sous la bruine. Mais à l'entrée du palais de justice, une foule de curieux s'était amassée, des journalistes du Progrès, des curieux des bas quartiers et pire, Duval en personne, flanqué du père d'Émilie. Ce dernier, le visage buriné et les yeux injectés de sang, pointa un doigt accusateur vers Émilie alors qu'elle descendait du véhicule. « Traîtresse, tu as vendu ton honneur à ce requin des rails !» hurla-t-il, sa voix rauque portant jusqu'aux colonnes de granit. Duval, en frac gris-perle, agita un dossier de papier. « Et moi, je révèle tout. Beaumont a causé la mort de mon frère dans cet accident. Chantage? Non, justice !» La foule murmura, des regards hostiles se posant sur Émilie. Henri la protégea d'un bras, mais un crieur public payé par les antagonistes lança. « Scandale chez le magnate, une pupille qui ruine les familles honnêtes. » Émilie recula le cœur en miettes, l'équilibre rompit net. Henri, pour la sauver, dut la renvoyer seule à la maison en landau, escortée seulement par Jacques. « Restez-y, je gère cela », ordonna-t-il, sa voix tendue. Mais en chemin, Jacques confia. « Monsieur père des alliés, si le tribunal tranche contre vous, il devra choisir son empire ou vous. » Émilie arriva isolée, les domestiques évitant son regard. Madame Lefebvre lui apporta un thé tremblant. « C'est la Férida du milieu, mademoiselle. Plus de retour en arrière. » Ce soir-là, Henri rentra tard, les épaules voûtées. Dans le salon, éclairé par des chandelles vacillantes, il s'assit face à elle. « Votre père a saboté une cargaison de soie sur mes rails, une perte de 10 000 francs. Et Duval a convaincu le juge d'avancer l'audience à demain. Il me menace de tout exposer, l'accident, Vaugelien. » Sa voix se brisa, une fissure dans son armure. Émilie, les larmes aux yeux, murmura « C'est ma faute, je vous isole. » Il secoua la tête, mais le doute s'insinua. « Pour vous protéger, je dois peut-être. Reculez. Un ultimatum social. Partez ce soir, ou nous tombons tous. » Le silence s'étira, lourd comme une sentence. Émilie se leva, le broche scintillant à son corsage, un compromis qui les séparait émotionnellement, exilant leur confiance naissante. Au dehors, la nuit tombait et un hurlement de train lointain semblait clamer. Plus de retour possible. Quelle retraite imposerait-il vraiment demain sous les yeux impitoyables de Lyon? Les jours suivants s'étirèrent comme une toile tendue à se rompre, sous un ciel lyonnais chargé de nuages bas qui pesaient sur la Croix-Rousse. Émilie, confinée dans sa chambre aux rideaux tirés, tournait et retournait la lettre anonyme entre ses doigts pâles. Le broche d'argent, piqué à son corsage de serge noire, semblait plus lourd que jamais, un rappel muet de la mère qu'elle avait perdue et des secrets qui pourrissaient maintenant son présent. Henri, de son côté, s'enfermait dans son bureau, où des piles de comptes et de contrats s'amoncelaient comme des remparts contre l'effondrement. L'ultimatum de la veille planait encore, partir ou tout risquer. Mais au fond d'elle, une braise de révolte s'allumait. Assez de fuir, il était temps d'agir.
Le matin du 3e jour, alors que les cloches de Saint-Nizier sonnaient 9 heures, Émilie descendit l'escalier en acajou, vêtue d'une robe de taffetas gris, perle au col montant ornée de dentelles fines, ses cheveux châtains relevés en un chignon austère. Madame Lefebvre, surprise dans le vestibule, leva un sourcil. « Mademoiselle, où allez-vous ? Le maître a interdit les sorties. » Émilie redressa les épaules, sa voix ferme pour la première fois depuis la tempête. « Je vais au tribunal, seule, et ensuite je rédigerai une lettre, publique. » La gouvernante pâlit, mais un éclat d'admiration traversa son regard. « Prenez garde, les loups rôdent. » Dehors, l'air frais de mars mordait les joues. Émilie héla un fiacre banal, un cabriolet aux roues cerclées de fer qui cahotait sur les pavés humides de la rue du Plat. Son cœur battait fort, mais une clarté nouvelle l'animait. Au palais de justice, place des terreaux, elle demanda audience au greffier, un homme voûté aux lunettes rondes. « Je souhaite déposer une déclaration », annonça-t-elle, tendant un pli qu'elle avait rédigé à la lueur d'une bougie la nuit précédente. Le document, écrit d'une main assurée sur du papier vélin, exposait tout. L'abandon par son père, les dettes forgées dans l'alcool, le refus d'un mariage forcé. « Je ne suis pas une fugitive », y lisait-on. « Je suis une femme libre, protégée par la loi et l'honneur. » Le greffier haussa les épaules. « Cela sera lu à l'audience demain, mais les juges penchent pour la famille, mademoiselle. Pourtant, ce n'était que le début. » De retour à la maison, Émilie fouilla ses effets, retrouvant un vieux coffret de bois que madame Lefebvre lui avait remis. Des lettres jaunies de sa mère, un portrait miniature d'elle jeune et un carnet de comptes dérobé à son père des mois plus tôt. Les pages, noircies d'une encre fanée, révélaient la vérité structurale. Les dettes n'étaient pas dues à des revers commerciaux, mais à des jeux d'argent et des prêts usuraires contractés avec Duval lui-même. « Manipulation », murmura Émilie, les yeux brillants. Son père et le créancier avaient comploté pour la vendre comme une marchandise, ruinant la famille par avidité. Ces preuves, lettres signées, chiffres falsifiés, étaient à clé. Elle les enveloppa soigneusement, résolue à les présenter publiquement. Henri la trouva ainsi, penchée sur la table du salon, le portrait de sa mère posé devant elle comme un témoin silencieux. Il s'arrêta sur le seuil, son costume de laine sombre froissé par une nuit sans sommeil. « Émilie, qu'est-ce que cela ?» Elle leva les yeux, et pour la première fois, ce n'était pas de la crainte qu'il y vit, mais une détermination farouche. « La vérité, Henri. Votre froideur n'était pas de l'indifférence. C'était du devoir, n'est-ce pas? Comme pour Claire, vous protéger pour ne plus perdre. » Il s'approcha lentement, s'asseyant en face d'elle. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, et il prit le portrait, ses doigts effleurant le cadre d'argent. « Oui, j'ai bâti des murs pour survivre, mais vous les abattez. » Un silence complice s'installa, leurs regards se croisant avec une intensité nouvelle, pas de passion brûlante, mais une confiance profonde, forgée dans les aveux partagés. Il posa une main sur la sienne, un geste contenu, réconfortant. « Montrez-moi ces preuves. » Ensemble, ils passèrent l'après-midi à relire les documents. Les lettres de la mère d'Émilie, adressées à une sœur disparue, parlaient d'un père déjà corrompu. « Il emprunte à Duval pour ses vices, et moi, je paie le prix. » Le carnet révélait des annotations « Émilie comme dot, 20 000 francs. » Henri fronça les sourcils, sa voix grave résonnant dans la pièce. « C'est un complot. Duval a financé les dettes pour vous enchaîner, et votre père a mordu à l'hameçon. » Émilie hocha la tête, une vague d'espoir montant en elle. Ce moment marquait un pic. Leur alliance se solidifiait. Henri n'était plus le tuteur distant, mais un partenaire, son passé de culpabilité envers Claire, le humanisant aux yeux d'elle. « Nous les vaincrons », murmura-t-elle. Il serra sa main plus fort. Ensemble. Mais le val de danger suivit vite. Le soir, un témoignage inattendu arriva. Lucien, le secrétaire, entra en trombe, un pli cacheté à la main. « Monsieur, une ouvrière des filatures de Duval, une veuve nommée Marie, veut parler. Elle dit avoir vu Duval falsifier des comptes pour ruiner votre père, Émilie. » La femme fut amenée discrètement.
Une silhouette frêle, enveloppée d'un châle rapiécé, les mains calleuses, marquées par les métiers à tisser. Assise près du feu, elle raconta d'une voix chevrotante: « Duval m'a forcé à signer de faux témoignages contre les Beaumont. Il a causé l'accident de 1888, un sabotage pour baisser les actions et racheter à bas prix. 2 morts, et il a payé le silence. » Henri blêmit, mais Émilie, prompte, nota tout dans un journal improvisé. « C'est la preuve finale, dit-elle. » La veuve hocha la tête, les larmes aux yeux. « Aidez-moi à témoigner, et je ruinerai ce monstre. » L'indignation culmina quand Émilie agit. Le lendemain, elle envoya sa déclaration au Progrès de Lyon, accompagnée d'extraits du carnet et d'une copie de la lettre de la veuve. « Laissez-moi publier cela, supplia-t-elle à Henri, qui hésita puis acquiesça. L'article parut à l'édition du soir. Scandale des dettes. Une jeune Lyonnaise dénonce le complot de Duval et Laurent. La société bruissa. Dans les salons, les murmures virèrent à l'outrage. Duval, ce usurier bedonnant, exposé comme un manipulateur sans scrupules, ruinant des familles pour son profit. Les actionnaires d'Henri, alertés, rappelèrent leur fonds, non plus par doute, mais par rage contre l'antagoniste. Un pic d'espoir. Émilie, par son initiative, changeait la perception sociale. De paria, elle devenait une figure de courage, les portes se rouvrant timidement. Henri, réapprochant d'elle lors d'un dîner solitaire, leva son verre. « Vous avez pris les rênes. Je suis fier. » Leurs liens se resserraient, une confiance muette les unissant plus que jamais. Pourtant, chaque avancée provoquait une riposte plus féroce. Duval, furieux, envoya des hommes pour intimider la veuve Marie, une pierre jetée à sa fenêtre, un avertissement griffonné « Tais-toi ou perds tout ». Le père d'Émilie, isolé dans son taudis du vieux lion, but d'un trait et jura vengeance, complotant avec des recouvreurs pour un coup bas au tribunal. La menace grandissait, l'indignation publique contre ces vilains, bouillonnant comme un chaudron. Émilie, sentant le danger, murmura à Henri: « Ils ne s'arrêteront pas. » Il hocha la tête, son regard durci. « Alors nous frapperons plus fort. » Le soir même, une invitation arriva par coursier. Un carton gravé, cacheté de cire rouge. Belle de charité au Grand Théâtre, sous patronage de la Société lyonnaise. Présence requise pour l'affaire Laurent Beaumont. C'était la convocation au cœur du brasier. Un événement public décisif où tout se jouerait sous les lustres étincelants et les yeux de la ville. Émilie serra le carton, le cœur battant. Quelle confrontation les attendait dans ce tourbillon de soieries et de mensonges. Le bal de charité au Grand Théâtre de Lyon illuminait la nuit comme un joyau dans la poitrine de la ville. Les façades néoclassiques de la place des terreaux scintillaient sous les torches à gaz, et les attelages se succédaient en un cortège somptueux, leurs roues ferrées claquant sur les pavés encore humides de la bruine matinale. Émilie, assise dans le landau d'Henri, serrait le carton d'invitation entre ses doigts gantés de dentelle blanche. Sa robe de soie ivoire, au corsage brodé de perles fines et à la jupe à traîne fluide, bruissait doucement à chaque chaos. Le broche d'argent de sa mère, piqué à son épaule, capturait les reflets des lanternes extérieures. Henri, en habit noir impeccable, cravate de soie nouée avec précision, posa une main sur son genou, un geste protecteur, chargé de la confiance forgée dans les épreuves récentes. « Ce soir, tout se joue », murmura-t-il, sa voix grave couvrant le trot des chevaux. « Duval et votre père seront là, avec leurs alliés, mais nous avons les preuves. Restez près de moi. » Émilie hocha la tête, le cœur battant. La société lyonnaise entière convergeait vers ce lieu. Banquiers en queue de pie, dames en crinoline de taffetas chatoyant, sous les lustres de cristal qui diffusaient une lumière dorée comme un miel précieux. L'orchestre, composé de violons et de harpes, entamait une valse de Strauss, emplissant l'air d'une mélodie enivrante. Madame de la Tour, en velours pourpre, accueillait les invités au pied du grand escalier de marbre, son éventail claquant comme un avertissement. À peine entrés, les murmures les enveloppèrent. « La pupille rebelle !» chuchotait-on derrière des masques de plumes. « Et Beaumont, le magnate entaché !» Émilie sentit les regards acérés,
comme des aiguilles brodant sa chair. Ils traversèrent la salle au balcon courbe, orné de fresques mythologiques, où des serveurs en livrée versèrent du champagne dans des flûtes cristallines. Henri la guida vers un groupe d'industriels, dont le banquier Moreau, redevenu allié après l'article du Progrès. « Votre courage inspire, mademoiselle Laurent, » dit-il, inclinant la tête. Mais l'ombre plana vite. Duval émergea de la foule, bedonnant dans son frac gris, favori grisonnant luisant de sueur. À son côté, le père d'Émilie, voûté et rougeot, agitait un dossier de cuir noir comme une arme. « Beaumont et la traîtresse !» beugla le père, sa voix éraillée perçant la musique. La valse s'interrompit un instant, les danseurs se figeant. Duval s'avança, un sourire vicieux aux lèvres, tendant une liasse de papier jauni. « Voici les preuves. Un dossier complet. L'accident de rail en 88, causé par la négligence de Beaumont. 2 ouvriers morts, étouffés par des pots de vin. Et cette pupille, une complice pour ruiner des familles honnêtes comme la mienne. » Il agita une lettre falsifiée, signée d'une main tremblante, imitant celle de la veuve Marie. « J'accuse Beaumont d'avoir forcé mon silence. » La foule murmura, un vent de scandale gonflant. Madame Duval, la parente, gloussa. « Voyez, une intrigante et son protecteur, un duo de voleurs masqués. » Émilie pâlit, le broche mordant sa peau à travers le tissu. Les invités reculaient, formant un cercle accusateur. Son père pointa un doigt noueux. « Ma fille, reviens, ou je te déshérite publiquement ici, devant tous. » La humiliation culminait, les lustres semblant s'assombrir. Henri serra le poing, mais Émilie, sentant la rage monter, s'avança d'un pas. Assez de mensonges. Sa voix, claire et ferme, trancha l'air. Elle sortit de son réticule de satin le carnet de comptes et les lettres authentiques, les brandissant comme un bouclier. « Lisez cela, messieurs, dames. Duval a falsifié ses dettes pour me forcer à un mariage odieux. Mon père, manipulé par l'usure, a vendu son âme pour des jeux. Et l'accident, saboté par Duval lui-même pour racheter vos actions à vil prix. » La salle retint son souffle. Henri intervint, sa voix tonnant comme un décret. « J'appelle la veuve Marie comme témoin. » À ce signal, la femme frêle émergea des coulisses, escortée par Lucien. Vêtue d'une robe simple de laine grise, elle gravit l'estrade improvisée, ses mains tremblantes serrant un serment notarié. « J'ai vu Duval truquer les rails. Il m'a payé pour mentir, mais la vérité l'emporte. Beaumont n'a rien à se reprocher. C'est Duval le monstre. » Des exclamations fusèrent. Moreau, le banquier, s'approcha, examinant les documents sous la lumière des chandelles. « C'est irréfutable. Duval, vous êtes un escroc. » La foule vira. Murmure d'indignation contre l'usurier, regards admiratifs vers Émilie. Duval blêmit, son dossier tombant au sol comme une feuille morte. Mensonge, cette veuve est achetée. Mais son père, isolé, recula, le visage défait. « Fille, je... » balbutia-t-il, avant que 2 agents de police alertés par Henri en amont ne l'escortent dehors. Duval tenta de fuir, trébuchant sur sa propre traîne, mais la société l'encercla. « Hors d'ici, voleur !» hurla Madame de la Tour, son éventail claquant. L'orchestre reprit, mais triomphant, une polonaise joyeuse. Émilie, le cœur gonflé, croisa le regard d'Henri. Un échange muet de victoire. La communauté la reconsidérait, de paria à héroïne, applaudie par des mains gantées. Moreau offrit même une alliance commerciale. « Votre intégrité vaut de l'or, mademoiselle. Si vous aimez cette histoire jusqu'ici, abonnez-vous au canal pour ne rater aucune autre narration captivante. » La salle vibrait encore des échos du scandale quand Henri guida Émilie vers un balcon isolé, loin des lumières. La nuit enveloppait Lyon d'un voile étoilé, la Saône murmurant en contrebas. Il prit sa main effleurant le broche. « Vous avez choisi l'honneur ce soir, et moi. Je choisis de ne plus vous lâcher. » Un silence complice s'installa, leur souffle se mêlant dans l'air frais. Un engagement tacite, plus fort que les mots, scellant leur destin entrelacé. Mais au loin, un fiacre s'éloignait dans l'ombre. Duval, vaincu, mais peut-être pas brisé. Quelle ombre persisterait-elle à projeter sur leur triomphe?
Les jours qui suivirent le bal au Grand Théâtre s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la tempête, emportant les débris du scandale dans les méandres de la justice lyonnaise. Lyon, cette ville aux collines couronnées de soieries et de fumées industrielles, bruissait encore des échos de la révélation. Duval, l'usurier bedonnant, avait été arrêté au petit matin, traîné hors de son hôtel particulier rue de la République par des gendarmes en capote bleue. Ses favoris grisonnants tremblaient tandis qu'il protestait, son frac gris perle taché de boue. « C'est une calomnie !» hurlait-il. Mais les preuves, le carnet falsifié, le témoignage de la veuve Marie, les lettres jaunies, l'avaient condamné. Le tribunal, siégeant en audience express sous les voûtes sombres du palais de justice, prononça son verdict: exil immédiat vers les colonies, perte de tous droits commerciaux et une amende qui ruina ses filatures en une nuit. Duval, ce manipulateur qui avait ourdi des dettes pour asservir des âmes, sombra dans l'oubli, son nom maudit dans les salons comme un poison éventé. Le père d'Émilie, ce spectre voûté rongé par l'alcool, subit un sort plus poignant. Convoqué le lendemain, il se présenta au tribunal titubant, son manteau usé sentant le vin aigre. Face au juge, un homme austère aux lunettes d'écaille, il balbutia des excuses larmoyantes. « Ma fille, j'ai failli pour les dettes, mais les documents parlaient pour lui. Jeu d'argent, prêt usuraire, un complot ourdi avec Duval pour la vendre comme une dot. Le verdict fut clément, par pitié, une mise sous tutelle stricte, interdisant tout contact avec Émilie et un placement dans une maison de repos aux abords de la ville, financée par les fonds saisis à Duval. « Vous avez perdu votre fille par votre propre main », tonna le juge. Émilie, présente aux côtés d'Henri, ne versa pas une larme. Son cœur, jadis déchiré, s'était endurci en compassion mesurée. « Adieu, père », murmura-t-elle en quittant la salle, sa voix ferme comme un décret. Elle avait transformé sa douleur en force, sa voix désormais un outil de leadership, guidant non plus par peur, mais par clarté. Henri, de son côté, renaissait de ses cendres. Les actionnaires, ébranlés par le scandale, revinrent en force. Moreau, le banquier au crâne luisant, signa un nouveau contrat dans le bureau aux lambris de chêne, étalant des cartes ferroviaires sur la table massive. « Votre intégrité vaut plus que l'or, Beaumont. Ensemble, nous étendrons les rails jusqu'à la mer. » L'Empire se consolida, les pertes effacées par des investissements frais. Henri, autrefois muré dans sa solitude de magnate, montra une compassion nouvelle. Il fonda une caisse d'entraide pour les ouvriers des filatures, inspirée par le sort de Claire et d'Émilie. « Plus de familles brisées par l'ambition », déclara-t-il lors d'une assemblée publique à la Bourse, sa voix résonnant avec une humanité inattendue. Ses yeux sombres, jadis froids, brillaient d'une lumière partagée. Leur lien, forgé dans l'épreuve, se scella par un choix libre, loin des chaînes du passé. Une semaine plus tard, dans le salon aux tapisseries flamandes, sous la lueur douce des lampes à gaz, Henri prit la main d'Émilie. Elle portait une robe simple de mousseline blanche, le broche d'argent remplacé par un nouveau bijou, un anneau d'or pur, sans histoire ni fantôme, ciselé d'une rose discrète, symbole d'un recommencement pur. « Émilie Laurent, voulez-vous être ma compagne, non par dette mais par amour ?» demanda-t-il, sa voix grave tremblant légèrement. Elle sourit, les yeux verts emplis de larmes joyeuses. « Oui, Henri Beaumont, par choix et pour toujours. » Pas de baiser fiévreux, mais un effleurement de lèvres chastes, scellant leur alliance entre égaux. La pièce renouvelée, rideau neuf de soie ivoire, un piano restauré où Émilie jouerait désormais Chopin sans ombre, devint leur sanctuaire, un espace libéré des tourments. Les coadjuvants trouvèrent leur place dans ce nouveau équilibre. Madame Lefebvre, la gouvernante bourrue, fut promue intendante, récompensée par une petite maison au bord de la Saône, où elle cultiverait des roses en paix. « Vous avez été mon roc ?» lui dit Émilie, serrant ses mains calleuses. Lucien, le secrétaire fidèle, gravit les échelons, nommé directeur adjoint des lignes ferroviaires, son calepin usé troqué pour un bureau spacieux.
La veuve Marie, héroïne discrète, reçut une pension généreuse et un poste de surveillante dans les écoles ouvrières, ses enfants scolarisés grâce aux fonds d'Henri. Même les neutres, comme Madame de la Tour, se repositionnèrent. Elle envoya une invitation pour un thé non plus scrutateur, mais chaleureux. « Votre courage illumine Lyon », écrivit-elle. Le legs s'établit solidement. Émilie, avec sa compassion aiguisée, lança une œuvre sociale, une bibliothèque pour les filles de la bourgeoisie déchue et des ouvrières nichées dans un ancien atelier de la Croix-Rousse. Pour que plus aucune ne soit abandonnée dans la neige, proclama-t-elle lors de l'inauguration, sa voix portant comme un hymne. Henri, leader transformé, finança l'expansion, ses rails symbolisant non plus la conquête, mais le lien. Leur statu quo novus rayonnait. Un couple uni, pilier de la société lyonnaise, où l'amour triomphait des intrigues. L'image finale gravait la mémoire. Au crépuscule d'un printemps doux, Émilie et Henri se tenaient sur le balcon de la demeure, dominant la ville qui s'allumait de lampes à gaz. Ses lèvres effleurèrent les siennes dans un baiser pur, pour l'amour seul, tandis que l'horizon s'ouvrait sur des trains filant vers l'avenir. En bas, la bibliothèque bruissait déjà de voix jeunes, leur legs en action, un horizon de promesses. Pourtant, un courrier discret glissa sous la porte ce soir-là, une lettre de Paris, scellée d'un sceau inconnu. Une alliance inattendue se profile, y lisait-on. Quel nouveau chapitre attendrait ce duo invincible? 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit enneigée qui avait changé le cours de leur vie, et Lyon, la ville aux 2 fleuves, s'était métamorphosée sous le poids du temps. Les rails d'Henri Beaumont serpentaient désormais jusqu'aux confins de la Provence, reliant la soie lyonnaise aux ports effervescents de Marseille, tandis que les filatures crachaient moins de fumée âcre grâce aux réformes sociales qu'il avait impulsées. La Croix-Rousse, ce quartier aux pentes escarpées, bourdonnait d'une vitalité nouvelle. Les ateliers s'étaient mués en écoles et en ateliers coopératifs, où les ouvrières, autrefois ombreuses silhouettes courbées sur les métiers à tisser, levaient désormais la tête avec fierté. L'air portait encore l'odeur de la canutz, ses tisserands d'antan, mais mêlée à celle des livres neufs et des rires d'enfants. Émilie Beaumont, née Laurent, se tenait sur le balcon de la demeure familiale, ses mains fines posées sur la balustrade de fer forgé. À 33 ans, elle n'était plus la jeune femme frêle arrachée à la neige, mais une femme épanouie, aux cheveux châtains striés de fils d'argent, relevés en un chignon souple orné d'un simple peigne de nacre. Sa robe de serge bleu clair, au col haut et à la jupe fluide qui effleurait les chevilles, conforme au mode plus libéré de ce début de siècle, flottait doucement dans la brise printanière de 1901. Ses yeux verts, jadis embués de larmes gelées, brillaient d'une sérénité profonde, tempérée par les épreuves qui les avaient forgées. À ses côtés, Henri, 45 ans, avait pris des rides au coin des yeux, marque d'années de négociations acharnées et de nuits blanches, mais sa silhouette imposante, enveloppée d'un pardessus de laine fine, rayonnait d'une assurance apaisée. Sa moustache grisonnante, bien taillée, encadrait un sourire rare, réservé à elle seule. Leur mariage, célébré 2 ans après le scandale du bal, avait été un événement discret, mais marquant. Une cérémonie à l'église Saint-Nizier, sous les vitraux chatoyants, entourée d'alliés fidèles comme Madame Lefebvre et Lucien. Pas de fastes extravagants, mais un échange de vœux sincères, scellé par cet anneau d'or pur qu'Henri avait fait ciseler d'une rose entrelacée de rails, symbole de leur union, libre et indéfectible. L'amour avait résisté, non comme une flamme ardente, mais comme un feu de cheminée constant, nourri par les confidences murmurées au creux de la nuit et les regards complices échangés lors des dîners familiaux. Ils avaient eu 2 enfants, une fille aînée, Claire, nommée en hommage à la sœur perdue d'Henri, âgée de 7 ans, avec les boucles châtaines de sa mère et les yeux sombres du père, et un fils cadet, Julien, 4 ans, un garnement aux joues roses qui courait déjà dans les jardins, imitant le sifflet des trains avec ses lèvres pincées.
La vie familiale s'était tissée autour de routines chaleureuses. Chaque matin, Émilie supervisait la bibliothèque qu'elle avait fondée, cet ancien atelier transformé en havre de savoir, où des dizaines de jeunes filles, issues des classes moyennes ou des familles ouvrières, dévoraient Balzac et Sand sous les lambris restaurés. « Maman, lis-nous l'histoire de la pupille courageuse !» implorait Claire, blottie contre elle sur un banc de chêne, tandis que Julien grimpait sur les genoux d'Henri, exigeant des récits de rails et de locomotives. Henri, rentrant de ses bureaux au bord de la Saône, où il dirigeait désormais un consortium ferroviaire éthique, embrassait sa femme d'un geste tendre, effleurant sa tempe. « Ton legs illumine plus que mes trains », murmurait-il, sa voix grave adoucie par les années. Leur amour, testé par les tempêtes, s'était approfondi en une complicité inébranlable, où les silences parlaient plus que les mots, et les gestes, une main sur l'épaule, un regard prolongé, valaient tous les serments. Pourtant, le temps avait aussi exigé son tribut, empreint de nostalgie amère. Duval, exilé aux confins de l'Indochine, avait sombré dans l'oubli. Des nouvelles sporadiques parvenaient, comptant sa ruine totale, veuf et sans héritier, rongé par la malaria dans une plantation délaissée. Il avait payé le prix fort pour son avidité, son nom effacé des annales commerciales comme une tache lavée. Le père d'Émilie, quant à lui, avait connu un sort plus poignant. Placé sous tutelle après le verdict, il avait végété dans sa maison de repos, un asile modeste aux portes de Lyon, où les jours s'étiraient en une solitude grise. Émilie l'avait visité une fois, 2 ans après le mariage, portant un panier de fruits et de pain frais. Il gisait sur un lit étroit, le visage buriné par les ans et le remords, les mains tremblantes tendues vers elle. « Ma fille !»« Pardonne-moi !» avait-il gémi, les yeux larmoyants. Elle avait serré sa main, un pardon muet glissant de ses lèvres. « Repose en paix, père, le passé s'efface. » Il était mort 1 an plus tard, en 1899, emporté par une pneumonie sans un mot de rancune. Émilie avait pleuré alors, non de douleur vive, mais d'une tristesse douce, libératrice, qui avait clos le chapitre familial comme un livre refermé. Les changements sociaux, eux, portaient l'empreinte de leur victoire. La bibliothèque d'Émilie s'était étendue. Une école attenante formait désormais des institutrices, brisant les chaînes invisibles qui retenaient les femmes dans l'ombre des salons. Henri, influencé par sa femme, avait réformé ses usines. Salaires décents pour les ouvriers, crèches pour les mères et des associations contre l'usure qui veillaient sur les négociants vulnérables. Madame Lefebvre, retraitée dans sa petite maison au bord de l'eau, cultivait un jardin de roses écarlates, écrivant des lettres bourrues à la famille. « Les enfants grandissent bien, et vous deux, restez unis, comme le Rhône et la Saône. » Lucien, devenu un cadre respecté, visitait souvent, portant des cadeaux pour les petits, un train miniature pour Julien, un recueil de poèmes pour Claire. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait en teintes orangées sur les collines, Émilie et Henri regardèrent leurs enfants jouer dans le jardin en contrebas. Claire cueillant des fleurs, Julien traçant des rails imaginaires dans la terre meuble. « Regarde-les » murmura Émilie, une larme perlant à sa paupière, le cœur gonflé d'une émotion pure, nostalgique. De la neige à cette lumière. Quel chemin! Henri l'enlaça par la taille, son souffle chaud contre son oreille, et nous l'avons tracé ensemble, pour toujours. La ville s'illuminait en bas, les lampes à gaz clignotant comme des étoiles captives, tandis qu'un train sifflait au loin, emportant des rêves vers l'horizon. Leur histoire, gravée dans le tissu de Lyon, se muait en légende murmurée, celle d'un amour né dans le froid, triomphant par la force des cœurs unis. Et dans ce crépuscule paisible, le monde semblait enfin juste, un legs vivant pour les générations à venir. Et maintenant, chers auditeurs, alors que les ombres du crépuscule s'allongent sur Lyon et que les lumières des lampes à gaz percent la nuit naissante, permettez-moi de clore cette saga d'Émilie et d'Henri avec une réflexion qui touche au cœur même de l'existence. Leur histoire, née dans le froid impitoyable d'une nuit enneigée, nous enseigne des leçons éternelles. Le courage n'est pas l'absence de peur,
mais l'action malgré elle. L'amour véritable se forge dans les épreuves, non dans les illusions faciles. Et la justice, quand elle triomphe, n'efface pas les cicatrices, mais les transforme en force pour les autres. Émilie, de pupille abandonnée, est devenue une pilier de compassion, prouvant que même les âmes les plus fragiles peuvent ébranler les empires de mensonges. Henri, ce magnate aux armures d'acier, a appris que la vraie richesse réside dans les liens humains, pas dans les rails qui s'étendent à l'infini. Ensemble, ils nous rappellent que le destin n'est pas une malédiction figée, mais un chemin que l'on trace par des choix audacieux, par la confiance partagée et par le refus de se soumettre aux ombres du passé. Pensez-y un instant. Combien de fois avons-nous, comme Émilie, nous sommes sentis perdus dans notre propre tempête, abandonnés par ceux qui devaient nous protéger? Ou comme Henri, avons-nous érigé des murs pour nous défendre, au risque de nous isoler? Cette belle époque, avec ses splendeurs et ses cruautés, n'était pas si éloignée de notre monde. Les intrigues sociales, les dettes invisibles, les alliances forcées persistent, mais l'espoir demeure. Laissez cette narration vous inspirer à embrasser vos propres batailles avec la même ferveur. Car, au bout du compte, c'est dans la vulnérabilité assumée que naît la victoire, et dans l'amour choisi que se trouve la liberté véritable. Si cette histoire vous a ému, si les frissons de la neige et les triomphes du bal ont captivé votre âme, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus touché. La résilience d'Émilie, la rédemption d'Henri, ou peut-être ce moment où le complot s'effondre sous le poids de la vérité. Et pour savoir qui a suivi cette épopée jusqu'à la dernière ligne, écrivez le mot « neige » dans votre message, un clin d'œil à ce début glacial qui a tout changé. Vos mots aident à propager ces récits, à toucher d'autres cœurs en quête d'inspiration. N'oubliez pas de vous abonner au canal pour ne manquer aucune autre narration captivante. Des drames de la belle époque, des romances enflammées et des leçons intemporelles qui font vibrer l'esprit. Dans les suggestions, découvrez des histoires similaires. Une jeune héritière à Paris confrontée à un scandale familial ou un amour interdit à Nice sous les lumières des casinos. Ensemble, continuons à explorer ces mondes où l'émotion règne en maître. Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir. Que votre propre chemin soit illuminé de courage et de joie. À bientôt pour de nouvelles aventures.